Le sujet, assurer nos défenses à venir contre la cybercriminalité, les 6 tendances que toutes les entreprises doivent connaître. Eh bien, pour vous éclairer sur le sujet, merci d'accueillir Jean-Baptiste Roux de la société SoSafe. Oui, Merci, bonjour c'est à à vous. tous. Merci d'être parmi nous cet après-midi. Donc, on va effectivement parler des tendances de la cybercriminalité et ce, en particulier celles que l'on vous suggère de suivre particulièrement sur 2025. Juste en un mot avant de démarrer sur ces tendances, qui sommes-nous? Pour vous parler de tout ça, nous sommes une société européenne, je dirais leader européen sur la partie acculturation à la cybersécurité. Quand je dis acculturation, c'est acculturer vos collaborateurs dans les entreprises sur ce sujet. Donc on suit bien évidemment de très près toutes les tendances en matière de cybercriminalité pour pouvoir bien évidemment mettre ça à disposition dans la plateforme que nous proposons à nos clients. Parmi ces tendances, la première d'entre elles que l'on va évoquer, elle sera sans surprise parce que j'imagine que vous l'auriez deviné d'emblée, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, d'année en année, il y a de plus en plus à dire parce que les usages, effectivement, sont de plus en plus complexes. Alors, bien évidemment, il y a un aspect défense de vos entreprises en termes de cybersécurité. Je dirais, passer outre cet aspect-là. Je vais parler effectivement des risques associés à l'intelligence artificielle. Et il y a deux grands volets dont il faut parler. Le premier d'entre eux, c'est la manipulation possible de l'image, du son, du texte, qui est réalisé avec l'intelligence artificielle. Ça atteint aujourd'hui un niveau de sophistication qui est tout simplement effrayant. On peut, je dirais, modifier n'importe quoi et vous redonner une vidéo avec une voix qui vous laisse à penser que vous parlez vraiment avec une personne. Et surtout, ce qui est effectivement effrayant, c'est cette capacité aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, d'engager des conversations. Ce n'est plus uniquement le fait de vous livrer un message, mais c'est effectivement d'avoir un message sur lequel vous allez pouvoir interagir avec, a priori, une personne que vous connaissez et qui va vous répondre et qui va effectivement continuer un dialogue cohérent avec vous, jusqu'au moment où, bien évidemment, il y aura manipulation. Donc cet aspect-là, effectivement, est de plus en plus répandu par rapport à des outils qui sont extrêmement faciles aujourd'hui à obtenir sur le dark web et sur lequel, bien évidemment, il n'y a aucune, je dirais, limite dans l'usage qu'on peut en faire. Donc ça peut être extrêmement dangereux. L'autre aspect lié à l'intelligence artificielle qu'il faut avoir en tête, c'est bien sûr l'IA générative. On est tous, a priori, utilisateurs de l'IA générative aujourd'hui, que ça s'appelle ChatGPT ou autre. Et l'IA générative n'est pas utilisée que par vous, elle est utilisée bien évidemment par les hackers qui en profitent pour effectivement générer des contenus très spécifiques et très personnalisés, je dirais, pour faire des emails de phishing ou des attaques, je dirais, d'ingénierie sociale, quels qu'en soient les vecteurs d'attaque. Et l'autre aspect qui est extrêmement dangereux autour de l'IA générative, c'est le manque de gouvernance dans les entreprises. Et on revient à quelque chose qu'on pensait être acquis aujourd'hui dans les entreprises, c'est-à-dire la gestion de la donnée privée et de la donnée confidentielle, grâce au RGPD, entre autres, qu'on a maintenant dans nos entreprises depuis un certain temps. Et au travers de l'usage de l'IA générative, aujourd'hui, il y a un retour en arrière qui est absolument effrayant, c'est-à-dire que les gens n'hésitent pas à mettre dans des prompts, tout en parlant à ChatGPT, donc des données qui partent dans le domaine public, des choses totalement confidentielles liées à leurs entreprises. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème de gouvernance autour de ces outils. Et donc effectivement, sans même qu'il y ait des hackers impliqués dans la démarche, vous-même, vous êtes susceptible effectivement d'être totalement, je dirais, en conflit avec les engagements qui sont pris au niveau du RGPD. Donc tous ces aspects-là font que l'intelligence artificielle est véritablement quelque chose qu'il faut surveiller de près et sur lequel il faut bien évidemment aujourd'hui former, informer et entraîner vos collaborateurs à bien évidemment détecter ce que l'intelligence artificielle peut apporter aujourd'hui aux hackers. La deuxième grande tendance qui est à garder à l'esprit, c'est les attaques multicanales. Ce qu'on appelle les attaques multicanales, c'est le fait que jusqu'à maintenant, on parlait beaucoup de l'email, qui était effectivement un vecteur d'attaque tout à fait naturel auprès des collaborateurs, donc les emails de phishing. Aujourd'hui, c'est complété, et ce dans une logique, dans un panorama d'ingénierie sociale, par d'autres vecteurs d'attaque, que sont le texto. On reçoit de plus en plus de textos, bien évidemment malicieux, des appels téléphoniques qui peuvent être totalement, je dirais, manipulés, mais aussi les différents canaux de communication, que ce soit ceux usités dans les entreprises, donc on parle de Slack, on parle de Teams, mais aussi les canaux de communication plus privés, des WhatsApp,
et autres, voire même vos profils LinkedIn, qui sont aujourd'hui très clairement manipulés par les hackers et qui font que, je dirais, ils multiplient généralement les attaques sur les différents canaux et sous une logique, bien évidemment, d'ingénierie sociale et qui rend l'ensemble particulièrement redoutable. Donc, c'est-à-dire, ne vous attendez pas à uniquement devoir détecter un canal, mais les différents canaux seront utilisés pour soit récupérer de l'information, soit vous demander des choses, soit effectivement vous manipuler. Et c'est l'ensemble qui généralement correspond à une initiative d'ingénierie sociale. Donc ces attaques multicanales, c'est une réalité. Là aussi, le moment est venu effectivement d'être tous sensibilisés à cela et de comprendre quelle peut être la logique derrière tout cela, vu côté cybercriminel. Le troisième aspect qui est extrêmement important et qui est intéressant parce qu'en fait, il est, je dirais, il apparaît au travers des nouvelles réglementations auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit NIS 2 pour les entreprises, je dirais, dans différents secteurs d'activité, ou DORA pour le secteur financier, c'est tout ce qui concerne les prestataires tiers ou la supply chain. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu énormément d'attaques qui ont été réalisées effectivement au travers de vos propres prestataires et qui ont eu pour but, bien évidemment, de vous paralyser dans votre activité en rapport avec cette attaque auprès du prestataire. Il y a eu des exemples, effectivement, je dirais, très clairement identifiés dans le domaine de l'énergie, par exemple. On se rappelle aussi l'été dernier ce que, je dirais, l'attaque qui avait, enfin, ou les problèmes de mise à jour qu'il y avait eu sur CrowdStrike avaient pu effectivement générer auprès des différents secteurs d'activité. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une nécessité de pouvoir effectivement mieux protéger vos entreprises en faisant en sorte que vos prestataires eux-mêmes aient des démarches effectivement en termes de cybersécurité au même niveau que celles que vous pouvez prendre vous-même. Les nouvelles réglementations vous l'imposent et donc il est important aujourd'hui d'acculturer aussi vos départements achats ou le procurement en général de façon à effectivement faire en sorte de mettre en place les bonnes règles à ce niveau-là parce que les hackers eux-mêmes ont compris qu'il y avait énormément de failles à ce niveau-là et que c'était bien évidemment un point d'entrée tout à fait naturel dans vos entreprises. Le quatrième élément, c'est l'hyper-personnalisation. Alors l'hyper-personnalisation, ça fait longtemps qu'on parle de personnalisation autour des attaques. On a bien compris que l'IA générative et l'IA en général nous aident à personnaliser de plus en plus les attaques. Mais aujourd'hui, ce qui est extrêmement perturbant, c'est le fait qu'on sorte de la sphère purement professionnelle pour aller vers la sphère privée. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'y a absolument aucune frontière dans le monde des hackers, à savoir par où est-ce qu'on va rentrer chez vous. Et chez vous, c'est effectivement votre environnement familial, vos amis, tout ce que vous avez pu laisser en termes d'empreinte numérique est susceptible d'être effectivement un point d'entrée pour les hackers. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a eu, et en particulier des manipulations de dirigeants qui ont été faites au travers de leurs enfants, qui ont été effectivement ciblés, attaqués et mis dans des situations effectivement, je dirais, particulièrement délicates et qui ont été des points de départ pour des chantages auprès de dirigeants dans les entreprises. Donc cette hyper-personnalisation, il faut en être conscient. Ça veut dire que chacun, en tant qu'individu, il faut être très conscient de l'empreinte numérique que l'on a. L'empreinte numérique, c'est quoi? C'est tout ce que vous laissez comme information dans le monde numérique. C'est ce que vous laissez sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous laissez, bien évidemment, au travers de vos échanges via mail, etc., etc. Et tout cela, ce sont des points d'entrée, effectivement, pour les hackers qu'ils peuvent récupérer aujourd'hui de façon extrêmement facile et très industrialisée. Et dans des logiques d'ingénierie sociale, ça peut être effectivement, ça peut amener à effectivement des démarches extrêmement personnalisées vous concernant. Et cela, il faut en être bien conscient. Donc le seul conseil que je pourrais vous donner par rapport à tout cela, c'est de réduire au maximum votre empreinte numérique. On sait que c'est quelquefois un peu en conflit avec son ego personnel, mais entre effectivement tout perdre et je dirais flatter son ego, je serais toujours à penser qu'il vaut mieux effectivement limiter un peu son ego pour faire en sorte de ne pas tout perdre. Et en cela, l'empreinte numérique est aujourd'hui un vrai enjeu et les hackers ont bien évidemment compris quel était l'enjeu par rapport à cela. Cinquième tendance à évoquer, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'inégalités, je dirais, dans la capacité à mettre en place de la cybersécurité. Et les nouvelles réglementations dont je vous parlais il y a 2 minutes en sont le bon exemple. On parle de NIS 2.
NIS 2 est une réglementation qui s'impose à une multitude d'entreprises aujourd'hui, pas uniquement des grandes entreprises, mais des PME également, et qui se retrouvent assez peu, je dirais, armés pour mettre ça en œuvre. Ils ne savent pas par où démarrer, ils ne savent pas jusqu'à quel point ils vont devoir investir sur un sujet de ce type. Ils n'ont souvent pas les ressources pour pouvoir le faire. Et bien évidemment, la mise en œuvre est extrêmement compliquée. Et pour autant, ça devient une obligation, et ce, pour effectivement rester dans l'environnement économique de notre pays. Donc cette cyber-inégalité, effectivement, c'est une tendance qu'il faut surveiller parce que bien évidemment, ça va créer des fossés, je dirais, dans certains secteurs d'activité, mais aussi, c'est aussi l'occasion, effectivement, probablement, de recréer une certaine solidarité entre les entreprises, entre les différents acteurs économiques également des territoires, pour faire en sorte qu'on se retrouve tous à mettre en place des bonnes pratiques, utiliser quelquefois des moyens d'intelligence, je dirais, économiques ou des moyens d'intelligence sécuritaire que certaines entreprises peuvent mettre en œuvre et les mettre bien évidemment à disposition des différents acteurs de leur secteur d'activité. On pense à des grands secteurs d'activité en France comme l'automobile, comme l'aéronautique. Si tous les sous-traitants effectivement pouvaient récupérer les savoir-faire qu'ont pu développer des gens comme Airbus par exemple ou des gens comme PSA, très probablement que effectivement nos entreprises seraient mieux protégées aujourd'hui. Donc cette cyber-inégalité, c'est une réalité malheureusement. Et là-dessus, il va falloir travailler ensemble, il va falloir être solidaire. Et c'est au travers de cette solidarité qu'on peut imaginer, bien évidemment, faire évoluer les choses dans le bon sens. Et puis la dernière tendance que je vous invite à surveiller sur cette année, c'est, je dirais, l'accélération de la cybercriminalité. Alors, on ne s'en rend pas toujours compte parce que ce n'est pas le genre de choses que l'on récupère comme statistiques effectivement promues par le gouvernement. Et pour autant, l'ensemble est effrayant. Il y a de plus en plus effectivement, je dirais, d'attaques et avec un niveau de sévérité qui est de plus en plus, je dirais, spécifique et radical. Il y a de plus en plus de ransomware mis en œuvre. Il y a effectivement une économie de la cybercriminalité qui explose. Aujourd'hui, c'est malheureusement, et je dis bien malheureusement, une activité extrêmement rentable pour qui veut bien évidemment la pratiquer. Et tout ça nous met dans une situation où on ne voit pas où effectivement le point d'inflexion, où on va enfin maîtriser la situation. On a bon nombre d'activités comme ça sur lesquelles on savait qu'il y avait une gestion du risque à devoir imaginer. La cybercriminalité en est l'un d'entre eux. Et là, pour l'instant, on ne voit qu'une accélération permanente de ce qu'est la cybercriminalité. La résultante de tout ça, c'est qu'il ne faut surtout pas imaginer, et je pense que tous autant que nous sommes, si nous sommes là, c'est aussi parce que nous en sommes conscients, que personne ne sera effectivement, ou l'un d'entre nous ne sera pas exposé à cela. La question, bien évidemment, c'est qu'on sera tous exposés à cela. La question, c'est effectivement combien de fois et quelles en seront les conséquences. Donc il est urgent, bien évidemment, de tous réagir autour de tout ça, de faire en sorte d'investir aussi à ce que le capital humain de vos entreprises puisse réagir en conséquence. On a une notion qu'on aime promouvoir qui est ce qu'on appelle un pare-feu humain, le Human Firewall, c'est-à-dire qu'on considère que chacun doit prendre ses responsabilités en tant qu'utilisateur d'un équipement informatique, quel qu'il soit, pour effectivement aider l'entreprise à effectivement se protéger efficacement. Et en ce sens, vu que la cybercriminalité prend de la vitesse, il y a urgence à ce que, bien évidemment, on acculture l'ensemble de nos collaborateurs sur ce sujet. Voilà, donc au travers de ces 6 différentes thématiques, je dirais il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire. Il y a un certain nombre d'initiatives sur lesquelles SoSafe, en tant qu'entreprise, on pourrait vous aider, je dirais, à mettre en œuvre des choses au niveau de vos entreprises. En ce sens, je vous invite à venir nous voir. Nous sommes au stand C10. Sur le salon, donc n'hésitez pas à venir partager avec nous, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous voulez approfondir sur certains sujets et au plaisir bien évidemment d'échanger autour de ces thématiques. Merci à vous et bon après-midi. Merci beaucoup.